Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire qui va durer 40 minutes sur le logiciel de croquis Presto. Juste avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse euh, comme quoi si vous voyez votre micro dans le GoToMeeting en vert, prière d'appuyer dessus pour vous muter. Donc, il faut que votre micro soit rouge. Alors, je vais vous laisser une minute pour vous exécuter ceux qui l'ont ouvert, puis sinon, ben, je vais forcer un mute sur vous. Alors, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez me les poser dans le chat qui est en bas à droite normalement de votre écran. Et à la fin, dans les 5-10 dernières minutes, je vais répondre aux questions qui ont été écrites. Puis, vous pourrez aussi ouvrir votre micro pour poser une question de manière non anonyme. Puis, je vais y répondre. Alors, petite introduction sur Presto. Presto, c'est un logiciel de croquis qu'on a développé, qu'on a commencé le développement au mois de janvier pour, pour satisfaire finalement un besoin qu'on a senti qui était présent chez plusieurs de nos clients. Il y en a qui utilisent Apex, il y en a qui utilisent QCAD, il y a toutes sortes de solutions maison qui existent pour faire des croquis. Et même s'il y a beaucoup d'outils puissants qui sont capables de dessiner des lignes, etc., il n'y en a pas vraiment qui sont à la hauteur, on va dire, de la couche affaires qu'on a besoin en évaluation. Alors, le plan de match aujourd'hui, je vais faire une petite introduction de 5-10 minutes sur l'outil de QCAD, puis l'extension Presto qu'on a mis dessus. Ensuite, on va faire ensemble des formes géométriques de base, vraiment juste pour explorer les fonctionnalités. On va faire 2 exemples, puis on va essayer de se garder du temps pour les questions. Alors, ça va aller vite, on a 40 minutes, et alors soyez attentifs. Alors, vous voyez mon écran en ce moment. Sur mon bureau, j'ai un icône qui s'appelle Presto. Je vais cliquer dessus pour ouvrir le logiciel. La première chose que je dois vous dire, tout au long de la présentation, remarquez, je ne vais jamais me servir de mon clavier. Presto est fait en grande majorité, on l'architecture pour le travail sur le terrain. Donc, on a vraiment comme consigne précise de ne faire aucune fonctionnalité où on aurait besoin du clavier. On veut toujours être capable de tout faire avec la souris et donc le stylet. Et même pas de bouton de droite souris, c'est vraiment juste avec les clics pour faciliter le travail sur le terrain avec un stylet. Alors, juste avant de commencer, notre logiciel de croquis Presto est bâti. On a comme rajouté une couche par-dessus un logiciel qui existe déjà, qui s'appelle QCAD, qui est un logiciel qui existe depuis une dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle open source. Ça veut dire que n'importe qui a le droit de prendre le code et de rajouter des fonctionnalités dessus. Alors ça, c'est un gros avantage, c'est que toute la logique de traçage de lignes, etc., elle est extrêmement stable, elle vient de QCAD. Il y a beaucoup de développeurs qui ont passé du temps à faire des fonctionnalités solides. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une extension qui s'appelle Presto, qui est par-dessus et elle va venir gérer toute la logique d'affaires qui concerne l'évaluation par-dessus QCAD. Alors, dans notre interface ici, nous, on a été un petit peu astucieux dans notre interface, c'est-à-dire qu'on a fait très attention dans notre extension de ne jamais overrider, donc de ne jamais écraser une fonctionnalité existante de QCAD. On a simplement rajouté dans des interfaces différentes. Donc, tout ce que vous voyez au haut de l'écran, tous les onglets ici, ainsi que ce qui est à gauche de l'écran, ça, ce sont des choses qui existent de manière native dans QCAD. Tout ce qui est à droite de l'écran, par contre, le menu Presto, les propriétés de sélection, puis l'information. Ça, ce sont on appelle ça des widgets, ces petits carrés-là, que c'est nous qui avons rajoutés. Et c'est là où on va travailler à 90% du temps lorsqu'on fait des croquis dans Presto. Alors, en ordre, c'est sûr que l'objectif dans QCAD, dans Presto, c'est de faire des croquis d'évaluation. Je vais juste rapidement vous montrer les 2 exemples qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va faire ces 2 exemples-là, juste pour que
vous ayez en tête que là, au début, je vais dessiner quelques carrés, mais on s'en va quelque part avec ça. Alors, la première chose qu'on fait lorsqu'on fait un croquis, ben, c'est qu'on va dessiner nos formes, notre étage, nos dépendances, etc. Ça se passe, il y a deux façons de dessiner des formes. Soit on va dessiner un rectangle ou un polygone. Donc ici, je vais commencer par le plus simple, un rectangle. Lorsque je clique sur le rectangle, on me demande c'est quel type de bâtiment ou de dépendance que je veux, ou est-ce que c'est une issue que je veux dessiner. La sélection que je fais ici va influencer deux choses. De un, son apparence. Donc, est-ce que la ligne est pointillée, pas pointillée, est-ce qu'il y a un toit, etc. De deux, ça va influencer les dimensions qui vont apparaître ici dans l'information. Alors, je vais commencer par dessiner modulaire d'étage. Alors, pour mon exemple, je vais vraiment écrire des dimensions au hasard. Remarquez ici, lorsqu'on précise les dimensions, qu'on a mis un clavier pour écrire les dimensions. C'est toujours dans l'esprit stylet. On n'a pas besoin d'utiliser le clavier pour pouvoir écrire nos dimensions. Alors, j'appuie sur OK. Et là, je place mon carré. On va regarder tout de suite deux choses qui se sont produites lorsque j'ai dessiné mon carré. De un, j'ai des dimensions qui apparaissent automatiquement. Donc, ça m'évite d'avoir à les écrire manuellement. De deux, ici dans mon petit carré d'information, j'ai mon air au sol qui s'est calculé pour moi, puis mon air à l'étage qui s'est calculé pour moi. Je vais le dire une seule fois parce que j'ai vu dans la liste des participants qu'il y a aussi des gens qui n'utilisent pas G+. G+, qui est notre logiciel de gestion de gestion du rôle et de l'évaluation générale. Alors, je vais le dire une fois. Pour ceux qui ont G+, toutes les données que vous voyez ici sont importables directement dans la fiche à l'aide d'un clic. Alors, peut-être qu'on pourra voir cette fonctionnalité-là dans un webinaire futur qui parle justement peut-être des fiches dans G+. Pour ceux qui n'ont pas G+, ben, l'avantage de ce widget-là, ben, c'est que vous avez toutes vos dimensions qui apparaissent ici. Vous allez voir les dimensions des dépendances, etc., qui vous facilitent la tâche lorsque vous avez besoin de remplir vos fiches par la suite. Lorsqu'on dessine dans Presto, il y a beaucoup de choses que le logiciel fait pour nous. Et il y a un carré ici qui est extrêmement important à comprendre son utilité, c'est les propriétés de sélection. Alors ça ici, ça va nous afficher toujours les propriétés, les options, les actions qu'on peut faire sur ce qu'on a de sélectionné. Alors ici, on voit qu'on n'a rien de sélectionné, aucune sélection. Si je clique sur une ligne, là, je vois que j'ai sélectionné une ligne et j'ai plusieurs options. Je peux afficher ou cacher la mesure, donc oui ou non. Et je peux aussi supprimer ma mesure manuellement, donc ici avec le bouton supprimer, mais je pourrais la faire réapparaître par la suite ici. Même pour ceux qui n'ont pas été donnés de mesure, si j'ai envoyé l'utilité, je pourrais faire apparaître des mesures. J'ai un bouton ici type. Type, on a normal ou mitoyen. Alors, lorsque je vais cliquer dessus, sur mitoyen, remarquez rapidement, je l'ai peut-être fait vite, mais la longueur pardon, de cette ligne, c'est soustrait à mon périmètre et c'est devenu pointillé. Alors, je vais recliquer dessus pour le rendre normal et on voit que le périmètre s'est ajusté. Alors, les contrôles ici qu'on a sont tous faits pareil. Ils ont la particularité de nous afficher l'information actuelle et de la changer en un clic. Alors, on a choisi ce contrôle-là plutôt qu'un combo box ou un drop-down pour gagner un clic. Plutôt que de cliquer, d'avoir un choix puis de recliquer pour sélectionner, on a toujours tout accessible en un clic, toujours dans la fameuse optique de travail sur le terrain. J'ai aussi apparence qui, elle, fait la même chose au niveau esthétique que le mur mitoyen, sauf que cette fois-ci, c'est uniquement esthétique. Il n'y a aucun changement au niveau de mes dimensions lorsque je la mets en pointillé. Ça va nous être utile, par exemple, ça si on veut rendre une ligne pointillée pour montrer la démarcation entre deux étages, par exemple. Puis j'ai un bouton ici, qui n'a pas de titre ici, qui s'appelle « Sélectionner construction ». Chaque fois qu'on dépose quelque chose dans le canevas, donc dans la grille ici dans Presto, c'est toujours, pour le logiciel, c'est toujours une construction. Alors, on a des protections pour empêcher l'utilisateur de mélanger ces dimensions. Par exemple, je ne pourrais pas, si je voulais, supprimer cette ligne-là. Si j'essaie de la déplacer, le logiciel ne me laisse pas la déplacer. Si j'essaie de la supprimer,
le logiciel ne me laisse pas la supprimer. C'est pourquoi? C'est pour s'assurer que lorsqu'on glisse lorsqu'on glisse une forme, on a toujours l'intégrité de nos dimensions ici. Donc, si je veux supprimer ce carré, il faut vraiment que je sélectionne tout ce qui est contenu dans ce carré, et là, le logiciel va me laisser le faire. Je vais redessiner un carré, notre même aire d'étage pour continuer. Et donc, lorsqu'on commence à avoir des constructions plus complexes, il y a beaucoup de lignes qui se touchent. Ça, c'est une grosse plainte dans ceux qui utilisent QCAD sans notre extension. C'est que des fois, ça devient très difficile de sélectionner 4 lignes. De 1, pour sélectionner, si je voulais sélectionner chaque ligne une par une, il faudrait que je garde enfoncé le bouton Shift, comme je le fais en ce moment. Sur le terrain, on n'a pas accès au bouton Shift. On utilise seulement le stylet. Donc, lorsque je clique sur une ligne, j'ai accès à un bouton qui s'appelle Sélectionner construction, qui lui va me sélectionner le carré de cette construction-là. Ça, on va le voir dans les exemples qu'on va faire. Lorsqu'on a plusieurs constructions qui se touchent une par une, c'est très, très pratique. Et je peux aussi déplacer en tant et aussi longtemps que toutes les entités de ma construction sont sélectionnées. Alors ça, c'est pour le rectangle. Le polygone. Alors, on se doute bien qu'ici, j'ai dessiné une forme qui est extrêmement simple. On a un constructeur de polygones pour les formes qui vont être plus complexes. Donc, même chose, avant de construire mon polygone, je choisis le type. Donc, je vais encore rester dans un type d'aire d'étage. Ou peut-être pour changer, en fait, pour qu'on voit rafraîchir les dimensions, je vais prendre autre chose. Je vais dessiner manuellement une remise. Tiens. Pardon, j'ai cliqué sur rectangle. Donc, polygone, remise. On me demande, première étape, de sélectionner le point de départ de ce polygone. Je vais dire que je le démarre ici. Et puis là, tout mon menu ici s'est changé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une calculatrice géante avec des flèches, puis quelques boutons qu'on va explorer. Encore une fois, ici, c'est fait exprès pour le travail sur le terrain. On ne veut pas avoir besoin d'utiliser le clavier pour tracer même les polygones les plus complexes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je trace un polygone? Je précise la longueur que je veux tracer. Donc ici, je vais dire 5 mètres. Puis je dis la direction dans laquelle je veux aller. Alors ici, je vais dire vers la droite. Et là, on voit que ça a commencé à se tracer. Je vais dire que pour mon prochain segment, je vais aller de 2 vers le bas. Si j'ai aucun chiffre qui est entré, ça va m'incrémenter de 1. Et ça va toujours s'additionner, donc ça ne va pas faire 2 segments, ça fait un seul segment. Ça, c'est pratique des fois quand on a pris nos mesures en 2 shots. Donc, par exemple, je sais que ici, c'est 3.41, mais je peux juste rajouter 0.41 ici. Je vais descendre de 2, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je fais si je veux faire un angle? Donc, par exemple, ici, si je veux faire un angle de 45 degrés, ben, je vais envoyer je vais faire des grands segments pour qu'on voit bien. Donc, je vais envoyer un segment de 5 vers la droite, puis je vais appuyer sur mon petit bouton ici, angle. Notre bouton angle, lui, il nous fait une règle de Pythagore par rapport à la longueur et la largeur du triangle que formerait notre segment si on voulait le faire. Donc, ici, dans un cas de 45 degrés, je vais appuyer sur mon bouton angle, puis je vais faire 5 vers le bas. Et donc, la différence lorsqu'on clique sur le bouton angle, c'est qu'au lieu de nous tracer un autre segment de 5 dans la direction qu'on lui a demandé, il va déplacer le bout du segment présent de la dimension qu'on a donnée dans la direction qu'on veut. Et on peut faire ça à l'infini. Donc, si je me suis trompé, finalement, c'était pas 5 vers le bas que je voulais l'envoyer, c'était plutôt de 6. Je reclique sur angle, je rentre 1 et je le descends d'une autre fois, etc. Donc, lorsqu'on a la longueur et la largeur de l'angle, ben, on peut faire notre angle avec ce raccourci-là. Donc, je vais continuer de tracer ce polygone qui, vous comprenez pour l'exemple, qui prend une forme de plus en plus bizarre. Donc, je vais l'envoyer par exemple de 6 vers la gauche. Et là, je me suis trompé, par exemple, c'était pas de 6 vers la gauche que j'envoie, c'est de 6 vers le bas. On a toujours un bouton ici qui s'appelle Retour en arrière, qui me permet d'effacer le dernier segment. Et là, je vais faire mon 6 vers le bas. Si j'appuyais sur annuler, je ne le ferai pas, ça annule complètement, puis ça me fait recommencer du début. Et on a aussi une autre fonctionnalité. Remarquez ici, lorsque, pardon, je l'ai peut-être fait vite, lorsque, si par exemple je voulais me rendre ici pour fermer mon segment,
J'ai pas besoin de connaître la longueur de ce segment-là. Peut-être que c'est 10.41 pour l'écrire. Je peux tout simplement cliquer vers la flèche vers la droite. Et puis, s'il y a des segments en route, il va automatiquement se compléter dans cette direction-là. Donc, voyez-vous, il s'est arrêté ici. Maintenant, il s'arrête ici. Puis là, il va s'arrêter face à mon dernier segment. Et puis là, je serai prêt à fermer. Donc, pour fermer, je peux bien sûr écrire, si je voulais, cette dimension-là manuellement. Ou je peux cliquer sur le bouton ici, qui s'appelle terminer. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, ça termine mon polygone. Les dimensions se sont rajoutées dans mon ça c'est une remise, pardon. Donc les dimensions sont rajoutées à mon onglet d'information et toutes mes dimensions sont placées de manière intelligente au bon endroit, mais je peux bien sûr par la suite, si ça me plaît pas, je peux les déplacer moi-même à ma guise. Et puis là, c'est là que je vais faire un petit exemple de comment c'est utile le bouton sélectionner construction. C'est si jamais les deux constructions étaient collées une à l'autre, mais des fois ça devient compliqué de sélectionner la bonne. Mais si j'essaie de sélectionner la bonne ligne, là, ça serait difficile pour moi de savoir laquelle prendre. Donc, je peux juste cliquer sur un segment de la construction que je veux déplacer, sélectionner construction, puis je suis prêt à déplacer. Alors, étant donné que le temps file un peu, je vais tout de suite passer aux exemples pour qu'on ait une chance de voir tout ça en pratique. Alors, je vais peut-être fermer celui-ci et je vais ouvrir un nouveau. Je vais ouvrir l'exemple 1 qui est ici. Alors, dans cet exemple-ci, vous remarquerez que j'ai fait un croquis assez simple, mais il y a quand même des petites choses intéressantes que je veux qu'on explore ensemble en le faisant. Vous allez voir, donc, ils sont relativement réalistes. Vous allez voir que ma galerie de bois que je dessine ici est peut-être un peu bizarre, mais c'est pour démontrer une fonctionnalité d'ajout de toit. Première chose que je vais faire pour dessiner ce croquis, je vais commencer par dessiner un carré ici de mon étage. Alors, rectangle, je l'identifie comme étant un étage et j'entre mes dimensions. Donc 7.92 par ici 7.32. Alors 7.32, je glisse mon carré sur la grille, je zoome, je vais bien me placer. Je vais tout de suite dessiner mon garage. Alors, un rectangle, c'est un garage détaché de 4.57 par 7.32. OK. Je vais l'installer à peu près ici. On remarque ici, ce mur, il est mitoyen. Alors, je vais cliquer sur la ligne du mur mitoyen et je vais cliquer sur type. Donc, on voit que c'est un mur normal. Maintenant, c'est un mur mitoyen. Mes dimensions se sont ajustées comme on a vu tantôt. J'ai deux galeries à dessiner. Je vais commencer par la régulière, donc le rectangle normal. Je vais dessiner un rectangle. Donc, une galerie, c'est un issu. Et je vais dire ici, issu avec toi. Donc, lorsque je sélectionne issu avec toi, donc c'est là, pardon, c'est 7.92 de large par 1.52. Et là, ben, automatiquement, j'ai un toit qui s'est dessiné sans que j'ai besoin de le tracer manuellement. Ici, j'ai une dimension qui est redondante. On peut comprendre que c'est 7.92 juste par ici. Donc, je vais cliquer sur cette dimension-là, puis je vais la supprimer. Maintenant, la partie intéressante de ce croquis, c'est cette galerie de bois qui est un peu spéciale. Alors, je vais la dessiner à l'aide du polygone. Remarquez qu'ici, on n'a pas l'option ici, issu avec toi, parce que dans les polygones complexes, c'est très compliqué de savoir comment est-ce qu'on veut tracer notre toit. Si on a une galerie qui fait tout le tour de la maison, on ne peut pas juste dessiner un X en plein milieu. Alors, je clique sur issu et je vais commencer à le tracer. Alors, je vais me starter sur le coin et je vais dessiner donc 2.65 vers le bas, 3.35 vers la gauche, 5.87 vers le haut, 5.46 vers la droite, 3.22 vers le bas
Et là, ici, je peux compléter automatiquement avec ce bouton-là. J'ai terminé mon issue. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas de toit, mais mes dimensions sont placées comme on s'y attend. Donc, par défaut, lorsque je dépose un rectangle, que je termine un polygone, automatiquement, il est sélectionné. Donc, dans mes propriétés de sélection, je vois que c'est une issue. Et j'ai un petit bouton ici qui s'appelle Ajouter toit. Donc, lorsque je vais faire Ajouter toit, il y a un outil qui va se présenter à moi qui me permet de dessiner moi-même un toit. Remarquez qu'il ne me laisse pas dessiner des toits dans le vide. Il ne voudra pas. Il faut absolument que je touche à ma galerie pour avoir le droit de commencer à dessiner un toit. Donc, je vais dessiner un toit un petit peu comme que je le dessinerais. Donc, je dirais une ligne comme ça, une ligne comme celle-ci. Tiens. En vérité, je pense que c'est même plus beau comme ça que ce que j'ai dessiné dans mon exemple auparavant. Mais vous pouvez dessiner autant de lignes que vous voulez. Puis si on se trompe, on peut cliquer ici sur la ligne de toit, la supprimer. Alors, contrairement aux autres lignes où on n'avait pas le droit de faire des suppressions, au niveau des toits, ça nous laisse supprimer parce que ça ne touche pas à l'intégrité des dimensions. Donc, je sélectionne la construction encore, j'ajoute un toit. Je vais remettre le toit que j'ai supprimé. Excellent. Qu'est-ce qui nous manque pour compléter ce croquis? Alors, il nous manque tous les libellés qu'on n'a pas placés. Et il nous manque aussi le 1 qui indique la hauteur, le nombre d'étages superposés. Alors, dans le prochain exemple, on va explorer le système d'étages. Mais pour l'instant, le seul bouton qu'on va regarder, c'est celui-ci ici. Donc, c'est lui. Il prend l'étage sur lequel on est en ce moment. En ce moment, on est sur l'étage 0. On va explorer ça dans le prochain exemple. Et il va nous placer le chiffre correspondant à l'étage qu'on veut. Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton. Et automatiquement, puisqu'il voit que je suis sur l'étage 0, lui, il va mettre un 1. Et je vais le placer ici. Donc là, j'ai placé mon 1. Dernière chose à faire, il faut que j'identifie ce que je voulais faire. On a ici un bouton libellé qui contient une liste personnalisable des libellés qu'on veut avoir accessibles rapidement. Alors moi, ici, dans l'exemple, j'ai un garage, j'ai une galerie de bois, j'ai un mur mitoyen. Donc, j'ai sélectionné les 3 libellés que j'ai à mettre. Je vais faire valider. Et là, un par un, le logiciel va me proposer de les placer. Donc ici, galerie de bois, je vais la placer ici. Garage, je vais le placer ici. Et mur mitoyen, je vais le placer ici. Ici, j'ai une autre galerie de bois. Donc, soit je peux retourner par l'onglet libellé puis sélectionner galerie de bois, comme je vais faire maintenant. Ou si j'avais 4 ou 5 galeries de bois, je vais supprimer celle-ci, je pourrais tout simplement prendre ma galerie de bois, la copier. Donc ici, c'est le bouton copier. Et puis la coller ici. Donc si j'avais plusieurs galeries de bois, je pourrais tous les placer comme ça. Donc, je vais les supprimer celle-ci. Alors, je supprime. Dernière petite chose que je vais démontrer avec cet exemple-là. Peut-être que ça ne s'applique pas exactement à celui que j'ai fait, mais une option intéressante, c'est au niveau des dimensions qui s'enregistrent d'un croquis à l'autre, c'est si jamais ça c'était un modèle qu'on réutilisait souvent. Donc, si c'est un pâté de maison où toutes les maisons se ressemblent, ils ressemblent tous à peu près à ça, si j'ouvre un nouveau croquis, je peux tout simplement tout prendre ça, copier le croquis, et puis le coller dans un autre croquis. Et puis vous voyez que automatiquement, on n'a rien perdu des informations qu'on avait. On a toutes nos informations ici encore, et je peux encore aller jouer dans le croquis avec toutes les options. Donc, le logiciel détecte que c'est pas juste des lignes qui ont été copiées-collées de manière... il voit pas juste que c'est des lignes QCAD, il voit que ce sont des lignes Presto avec toutes les options qui vont avec. Donc, ça fonctionne pour tout le croquis, mais ça fonctionnerait aussi si jamais j'avais juste par exemple, un étage ou j'avais fait une remise de forme complexe que je voulais copier. Pas besoin de la refaire au complet. Je peux tout simplement ici sélectionner, par exemple, mon garage, le copier. En fait, je vais le sélectionner comme ceci pour avoir même le nom garage, le copier, et puis l'envoyer dans ce deuxième croquis. Et puis, vous voyez que j'ai collé un deuxième garage ici. Alors, ça, c'est pour notre premier exemple, pardon. Maintenant, on va faire notre deuxième exemple. Je vais l'ouvrir. Notre deuxième exemple, on va prendre le temps de le regarder un tout petit peu ensemble avant que je le dessine. Il y a des petites particularités et des choses intéressantes qu'on va explorer.
donc je vais cacher la... Ouais, pour avoir plus de place, comment je vais faire ça? Ok, ça va être viable. Donc je vais fermer ces deux croquis que j'ai faits, sans les enregistrer. Et puis, je vais faire un nouveau croquis. Alors ici, juste pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, j'ai une dépendance, une remise. Et puis ici, j'ai une maison qui est une forme relativement complexe. Au rez-de-chaussée, j'ai une attique. Et puis j'ai un deuxième étage qui n'est pas équivalent au premier, un premier étage qui n'est pas équivalent au rez-de-chaussée, et donc qui prend à peu près la moitié de la superficie. Donc ça va nous permettre d'explorer le système d'étages. Alors on va commencer. La première chose que je ferai, bien sûr, il n'y a pas une recette parfaite, là, chacun fait les croquis dans l'ordre qu'il le désire. Alors première étape, ce que je vais faire, je vais dessiner ce polygone-là qui représente l'aire d'étage de mon rez-de-chaussée. Alors je vais dessiner un polygone. Je vais dire que c'est de l'aire d'étage et je vais le démarrer ici. Alors, je vais dire que c'est 6.71 vers la droite. Hop, là, je vais zoomer un peu pour mieux voir. 0.76 vers le haut. 6.55 vers la droite. Si voyez-vous, en vérité, j'imagine que si je partais sur le terrain, je les aurais pris en une seule dimension, mais c'est pas un problème. J'ai pas besoin de le calculer manuellement parce que je peux juste faire ici 2.29 vers le bas et puis ensuite 6.1 vers le bas. Et ça s'additionne pour moi. Ici, un 13.26 vers la droite. Et je suis prêt à fermer ce polygone. Donc ici, j'ai dessiné mon rez-de-chaussée. Je vais tout de suite dessiner ma remise. Je vais me sortir ça de la tête puisqu'elle est relativement simple. Remise de 5.65. Valider qu'il me change de ligne. 6.74. Ma remise est placée. Je vais dessiner aussi tout de suite mes trois balcons. Donc, rectangle, une issue avec toit qui fait 6.7 par 1.85. Je vais la placer ici comme ça. Remarquez que même si, je vais zoomer un petit peu, remarquez que même si j'ai écrit 6.7, les croquis sont toujours bien formatés, c'est-à-dire avec deux chiffres après la virgule, ainsi que même chose ici pour les aires et périmètres à un point après la virgule, à un chiffre après la virgule. Je vais continuer. Je vais faire une galerie de bois. Donc c'est une issue. Donc je commence par la largeur 1.22 par 2.44. Je vais la dessiner ici. Ici, dans QCAD, il y a un concept qui s'appelle le point de référence. Par défaut, il prend toujours mon point de référence en haut à gauche. Et c'est avec ça c'est de ça qu'il va se servir pour piner. Et donc, on snapper là, sur la ligne que je veux le coller. Ici, puisque je suis en haut à gauche, j'ai un petit peu de misère à me coller au mur. Alors, ce que je vais faire, je vais le déposer un petit peu plus loin. Puis là, je vais prendre un point de référence différent. Donc, lorsque je déplace, il m'assigne toujours le point de référence par rapport au point le plus proche où j'ai commencé mon déplacement. Donc ici, j'ai pris comme point de référence en haut à droite et ça me permet de snapper. Donc, je ne sais pas vraiment comment dire snapper en français. Si quelqu'un le sait, il peut l'écrire dans le chat. Et ça me permet de placer mon balcon là où je voudrais. OK. Alors ici, par exemple, c'est un peu... C'est le magnétisme. Le magnétisme, pardon. Alors, c'est ce qui permet d'avoir du magnétisme pour coller bien sur la ligne que je voudrais. Ensuite, il nous reste un dernier balcon, donc un rectangle. Je vais faire une issue, sans toit bien sûr, celle-ci. Donc, elle fait 2.35 de largeur par 2.03. OK, je vais la placer. Ici, on va avoir le même concept où je vais la déposer pour avoir un point de référence différent qui va me permettre de la coller sur la ligne. C'est fait. Maintenant, on a une attique ici. Alors, l'attique, ça semble complexe quand on le voit sur le croquis, mais en vérité, c'est extrêmement facile à faire.
Tout ce que je vais faire, encore une fois, avec le même bon vieux concept de rectangle, je vais venir ici, je vais dessiner une attique. Donc, j'aurai le choix entre dire fini ou non fini. Celle-ci, c'est une attique finie. De 6,55 par 6,1. Et je viens la glisser. Même concept, je vais changer mon point de référence pour être capable de la coller directement sur le coin. Alors ici, je vois que avant de poursuivre là, le croquis, je vais juste nettoyer un petit peu parce que j'ai des dimensions qui sont peut-être un peu redondantes ou mal placées. Donc, zoomer un petit peu plus. Ici, ce 6,70, il est un peu dans le chemin, donc je vais le placer un petit peu plus vers le haut. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, le 6,26, je vais le tasser un peu pour qu'il soit pas pile sur la ligne. Une petite parenthèse pendant que j'y pense puis que c'est là. Lorsque vous déplacez n'importe quoi dans QCAD, vous avez toujours, et là, c'est là que vous comprenez l'avantage d'avoir choisi de ne pas écraser les fonctionnalités natives de QCAD. Vous avez toujours ici des options qui vous permettent de choisir comment vous voulez gérer votre magnétisme. Donc, est-ce que vous voulez, ici on est en mode automatique par défaut, il va essayer de me suggérer des choses, mais je peux aussi lui demander de me magnétiser seulement sur la ligne. Donc là, il va me laisser seulement le mettre sur la ligne. De me magnétiser seulement sur les coins, par exemple. Il va me faire seulement sur les coins. Puis là, lorsque dans mon exemple, j'arrive pas à le mettre exactement où je voudrais, j'ai aussi une manière de lui dire, ben écoute, finalement, j'ai pas besoin, moi, de ton aide. Je vais le placer où je veux, de manière libre. Et donc, ici, je vais moi le placer de façon libre, exactement où je voudrais. Donc, on n'est jamais contraint. C'est l'outil de déplacement. Il nous aide à nous magnétiser au bon endroit, mais on peut toujours le forcer à se magnétiser dans la direction que nous, on veut. Donc, ici, j'ai dessiné mon attique. Donc, on voit que mon attique fini, c'est dessiné. Et puis, bon, j'ai pas une calculatrice avec moi pour tout vous démontrer, mais c'est vraiment intéressant. On peut superposer autant de formes qu'on veut une par-dessus l'autre. Puis, on n'a jamais de correction manuelle à faire. Les calculs se font toujours de la bonne façon. Et le calcul le plus intéressant qui se fait de la bonne façon, contrairement à d'autres logiciels, c'est l'air au sol. Ou, si vous avez remarqué, c'est une question que je me fais souvent poser dans les formations, mais oui, tu assignes toujours l'air à l'étage, mais tu n'assignes jamais l'air au sol. L'air au sol se calcule automatiquement comme il le devrait, avec la projection de tous les étages que j'ai mis. Et c'est là qu'on va le voir avec notre système d'étages. Chaque étage représente un calque dans QCAD. On a donc dans le petit onglet ici, étage, j'ai plusieurs boutons. J'ai un petit drop-down ici qui m'indique les étages que j'ai. Donc, si je suis sur l'étage 0, j'en ai un seul. J'ai E+, qui me permet d'ajouter un étage. J'ai E- qui me permet de supprimer un étage. J'ai S+, qui permet d'ajouter un sous-sol. Et S- qui permet de retirer un sous-sol. Et puis, ce bouton-là, on l'a exploré tantôt. Il va toujours nous mettre le bon chiffre par rapport à l'étage où on est. J'ai étage courant qui masque tous les autres étages, sauf celui sur lequel je suis. Ça ne changera rien si je clique maintenant, puisqu'on n'a qu'un seul étage. Alors, pour placer mon deuxième étage ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ajouter un étage. Donc là, j'ai ajouté un étage, je me retrouve sur le premier étage. Si je clique sur étage courant, je vois qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai encore rien dessiné sur mon premier étage. Alors, je vais bien sûr continuer de voir mon premier étage en même temps de tracer mon rez-de-chaussée en même temps de tracer sur le premier, parce que je vais avoir besoin des références ici pour bien coller mon deuxième étage. Alors, je vais le dessiner tout de suite. Rectangle, aire d'étage. Donc, c'est un 6,71 par 7,63. Je clique, je viens placer ici mon deuxième étage. Et là, remarquez, je ne sais pas si vous avez porté attention tout à l'heure aux dimensions, mais tout à l'heure, en fait, je vais faire ici on a vraiment fait attention pour que toutes nos fonctionnalités supportent bien le undo et le redo. Donc ici, je vais faire undo, qui est le CTRL-Z. Donc là, j'ai effacé ma dernière opération. Remarquez ici que mon aire au sol est de 106, puis l'étage aussi est de 106. Si je redessine l'aire d'étage que je viens de mettre au premier, seulement l'aire d'étage et le périmètre d'étage s'incrémentent parce qu'il est directement au-dessus du premier étage. Donc, la projection totale de l'air n'a pas changé.
Alors ici, j'ai placé ça. Si je clique sur étage courant, ben, je vois que au deuxième, je n'ai qu'une seule construction qui est celle-ci. J'ai juste un tout petit problème, c'est que j'aimerais ici avoir mes pointillés pour l'apparence. Donc, je vais cliquer ici et je vais faire. Donc, contrairement à tout à l'heure, on faisait mitoyen. Moi, je veux pas que ce soit un mur mitoyen. De un, ça n'est pas un. Puis de deux, ça affecterait mes dimensions ici. Donc, je vais juste dire que c'est une apparence pointillée. Et là, ça me permet comme ça d'avoir ma ligne pointillée au niveau visuel sans toucher à mes calculs. Pour terminer, ben, je vais placer maintenant mes étiquettes d'étage. Alors, je vais placer ici 2 pour indiquer que c'est au deuxième étage. Et là, bien sûr, pour indiquer le premier étage, je vais descendre au premier étage. Me voici au rez-de-chaussée. Pardon, c'est un peu mêlant, là, je dis premier, deuxième. Vous comprenez que je passe du rez-de-chaussée. Et ici, je vais indiquer 1 ici et puis 1 ici, par exemple. Je vais essayer de ne pas cacher. Voilà, très bien. Et pour terminer ce croquis, je vais rapidement mettre mes libellés. Comme ça, on va avoir du temps avec les 5 dernières minutes pour les questions. Donc, j'ai, comme tout à l'heure, j'ai une remise. Les AR, c'est après P. Non. Remise. Galerie de bois. Une attique. C'est bien. Alors, je vais placer mon attique ici. Je vais placer mon balcon ici, par exemple, et ma remise ici. Et comme pour tout à l'heure, puisque j'ai plusieurs balcons. Ah, balcons? Ouais, c'est des balcons, c'est pas des galeries. Donc, puisque j'ai plusieurs balcons, ben, je vais ici copier ce balcon et je vais le coller. Donc, pour celui-ci, c'est un balcon de bois et celui-ci aussi. Alors, ça complète notre deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais enregistrer. Enregistrer sur le bureau. Lorsque j'enregistre, oh, c'est que ça s'est enregistré dans mon autre écran, excusez-moi. Lorsque j'enregistre, ben, j'ai 2 fichiers qui se créent. Donc, 3 fichiers qui se créent, pardon. J'ai mon fichier DXF, qui est celui que Presto lit, qui est le format standard pour les fichiers de type CAD, donc Computer Assisted Design, donc le design assisté par ordinateur. J'ai un fichier ici qui sert aux imports automatiques dans G+, qui peut être désactivé si vous n'avez pas de G+. Et j'ai un autre ici qui crée automatiquement mon image de croquis pour pouvoir l'exporter ou l'envoyer à un tiers parti. Alors, ça fait le tour des exemples que je voulais voir avec vous. On a fini pas mal pile, mais je vais quand même prendre le temps de prendre les questions. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat, alors, et je vais les lire de façon anonyme, ou vous pouvez tout simplement ouvrir votre micro, puis poser une question directement. Alors, je vois que j'ai eu quelques questions durant la présentation. Alors, oui, pour la première question, pardon, je vais... OK, donc avez-vous actuellement une version déconnectée de G+? Oui, ça pourrait faire effectivement l'objet d'un autre webinaire, et c'est généralement avec le mode déconnecté de G+, que les inspecteurs travaillent et qui travaillent avec leur croquis directement dedans. Et c'est avec le mode déconnecté de G+, ben, on peut travailler en connecté aussi, mais qu'on a un bouton qui s'appelle Importer du croquis, qui nous importe ces dimensions-là directement dans G+. J'ai une autre question ici, très bonne question. Si mon deuxième étage déborde du premier, la projection de l'air au sol est-elle bien calculée? Ben alors, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Alors ici, mon deuxième étage, je vais le sélectionner construction. Donc on voit que j'ai sélectionné ici l'étage que j'avais mis au deuxième. Remarquez la projection de l'air au sol est de 106. Je vais le déplacer d'à peu près 1 mètre. Puis là, voyez-vous, l'air d'étage n'a pas changé parce que nos étages sont restés les mêmes, mais la projection au sol a grossi, donc d'à peu près quelques mètres carrés. Ça fait du sens ici si on voit que j'ai déplacé de 1 par 7. Donc, ou par donc, j'ai pas ma calculatrice, mais donc oui, c'est ça qui est très très pratique, c'est que dans certains autres logiciels, si justement la projection au sol
du deuxième ou du troisième étage dépasse d'une manière différente que la projection au sol du rez-de-chaussée, ben là, on se retrouvait à faire toutes sortes de manipulations bizarres, de dessiner des carrés d'air d'étage pour compléter, pour que nos calculs soient bons. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait tantôt, est-ce que le webinaire va être accessible par la suite pour le montrer à d'autres collègues? Oui, on enregistre toujours nos webinaires, puis on les met sur notre canal YouTube. Donc, pour la personne qui a posé la question, je lui enverrai le lien. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à voir le lien, ben, je vous invite soit à m'envoyer un courriel ou tout simplement à visiter notre canal YouTube sur YouTube. Monsieur Ketani? Oui. On voulait savoir si nos données Apex peuvent être transférées sur votre logiciel. Très bonne question. Alors, dépendamment des organisations, on a ici un bouton ici. Pour l'instant, il y a une seule organisation chez qui on est en production. Comme je vous rappelle que ça fait depuis le mois de janvier qu'on est en développement là-dessus. Bouton ici, conversion, convertir. Mais en vérité, ici, c'est un bouton conversion qui va devenir conversion. Je reconnais les gens d'Antoine Labelle ici. Donc, ici, ça pourrait être conversion, disons, conversion Antoine Labelle. Et puis, il va y avoir 4 ou 5 organisations. Donc, je ne vais pas nécessairement les nommer. Donc, Antoine Labelle, Montréal, Québec, etc. Et ça, c'est des conversions sur mesure pour être capable d'aller chercher les dimensions sans avoir besoin de les assigner une par une manuellement. Pour répondre par rapport à Apex, Apex, je ne me rappelle plus exactement du format qu'il exporte, mais à ma connaissance, il est possible d'exporter nos croquis de Apex ou de les convertir en DXF qui, lui, est lisible avec QCAD et donc Presto. Donc, il faut convertir le fichier de format Apex en DXF. Et par la suite, nous, on analyse vos fichiers que vous avez, la logique que vous aviez derrière, et on essaye avec ça de vous faire un bouton conversion qui vous fait économiser le plus de temps possible pour ne pas avoir besoin de les redessiner. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si jamais vous, dans Apex, on les convertit en DXF, et puis là, lorsque j'ouvre mon croquis, il ressemble à ça, mais bien sûr, puisque je ne l'ai pas créé avec Presto, ben, j'ai pas ces options-là ici. Donc de type de ligne, etc. Et donc, vous n'avez pas besoin de les redessiner. Ici, ce que je vais faire, juste rapidement, je vais dessiner un carré, OK, avec qui sont des lignes normales de QCAD, qui seraient à peu près ça, les lignes qui ressembleraient votre conversion. Donc ici, vous feriez une conversion, puis pour lui, le logiciel, il ne saurait pas vraiment que ce sont des lignes qui appartiennent à Presto. Vous voyez ici, aucune sélection. Mais on a quelque chose de très intéressant, c'est que si vous sélectionnez des lignes qui proviennent d'un autre logiciel, on vous donne le bouton identifier et vous pouvez tout simplement dire ici identifier, puis je vais dire que ça, ben, c'est un garage détaché. Et là, il s'est identifié puis il se rajoute automatiquement. Donc, lorsque vous allez convertir vos Apex en DXF, donc lorsque vous allez, convertir vos Apex en DXF, le pire des scénarios que vous allez avoir à faire, c'est en ouvrant un nouveau croquis, après avoir fait une modification, par exemple un agrandissement ou rajouter une remise, mais vous identifiez vos formes, puis ils sont déjà prêts à être importés dans G+. C'est-à-dire, Adam, je peux te confirmer que pour Apex, il exporte dans le format DXF. Exact. Et pour l'autre point que tu viens de mentionner, après la conversion de DXF vers Presto, les gens vont pouvoir visualiser leurs croquis, les consulter et tout. Et c'est seulement lorsqu'il y a une tenue à jour sur le dossier, qu'il y a un permis et que de toute façon, il faut éditer le croquis. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser avantageusement ce que tu nous montres, c'est-à-dire de spécifier à Presto que ce rectangle, en fait, c'est l'air à l'étage, que cette forme, c'est ceci et cela. Donc, il y a un 5-10 minutes qu'on va rajouter lorsqu'on veut éditer un croquis à l'occasion d'un permis, par exemple, d'une rénovation. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter la couche Presto à notre objet de dessin en utilisant la fonction identifier. Exact, parce qu'effectivement, si c'est uniquement pour la consultation, ben, il n'y aura aucun problème, il n'y a aucun travail de conversion à faire. Et même si jamais vous voyez que ce n'est pas avantageux de mettre 5-10 minutes pour identifier vos formes, parce que finalement, vous aurez juste rajouté un petit carré, ben, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste un plus que vous pouvez identifier vos formes pour pouvoir faire l'import automatique par la suite.
J'ai ici une autre question. Avant de te revenir, je pense que c'est Yvon qui pose d'autres questions. Y aurait-il une conversion à faire à partir de QCAD standard? Non. Donc, puisque QCAD standard utilise le même DXF que notre extension. Est-ce que ça répondait à la question par rapport à Apex? Oui, merci. Alors, bravo, nous sommes impatients de l'avoir. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées? Non, j'ai pas raté de questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je donne juste un petit 15 secondes s'il y a une dernière question. Avez-vous une version d'essai? On pourrait effectivement on pourrait vous fournir une version d'essai sans aucun problème. Effectivement, Adam, je pense que c'est une excellente idée. On pourra assez rapidement fournir une version d'essai. Exact. Je ne sais pas qui a posé la question, que je le contacte par la suite ou il peut nous contacter, là. Jérémy Pinsonneau de Vimbay. Ah, parfait. Donc, oui, on peut vous mettre ça sur pied plus tôt que tard. Excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre, hein. Je sais que vous, les participants sont cachés, mais vous seriez surpris de voir l'achalandage de ce webinaire. Alors, merci à tous d'avoir pris du temps sur votre midi pour ça. Puis, restez connectés pour nos prochains webinaires. On sait que c'est une activité qui est très appréciée. Alors, bonne fin de journée. Merci. Bonjour.